C'est parce que je sais qu'il y a des filles en fait qui me regardent et c'est pour leur plaire, donc voilà. Je me suis dit on va se raser quoi. Non, pas du tout. Euh, Bref, pour en revenir aux choses sérieuses dans cette vidéo, on va parler de Philippe Fisher. Donc Philippe Fisher en fait, voici ici le spécimen. Donc c'est un investisseur dans les actions américains bien sûr, hein, parce que voilà, les Américains c'est les meilleurs. Donc il a été l'auteur de Common Stock and Uncommon Profits, que l'on peut traduire par action ordinaire, profit extraordinaire. J'ai oublié de prendre de l'eau. Ah, j'ai du coca. Je suis obligé de boire du coca comme Warren Buffett maintenant. Ça va être coupé au montage ça ou pas? Je sais pas. Non bref, alors Common Stock and Uncommon Profits. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sponsorisé par Coca, hein. D'habitude je ne bois pas de coca, mais là... Enfin bref, revenons au sujet parce que je sais que vous êtes intéressé, ok? Alors, le bonhomme là, parlons de lui. Donc il est né en 1907, donc c'est quand même un vieil investisseur qui maintenant est mort. Donc qui est mort voilà, en 2004, c'est-à-dire il y a pas mal de temps. En fait, lui, sa façon d'investir, bon, ça va être vraiment ce qu'ils appellent scuttlebot. Je sais pas comment ça se dit en français. Je pense que ça se dit pas. Mais en gros, ça va être vraiment regarder point par point en fait. Oui, par exemple, il y a une entreprise, il va regarder vraiment point par point dans tous les petits détails et tout. Qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va être meilleure que les autres en fait. Et c'est ça le truc. Vraiment, il va regarder vraiment minutieusement. Donc, ce qui est intéressant à propos de Philip Fisher, c'est que, en fait, à un moment, Warren Buffett, il a dit qu'il était influencé à 85% par Benjamin Graham et à 15% par Philip Fisher. Bon, il a dit un chiffre, ça veut rien dire, hein, il est influencé par les deux. Là, on lui a, là, s'il a dit 85% machin et 15%, ça veut dire qu'enfin, c'est parce que les journalistes, ils lui ont posé la question à combien de pourcentage à peu près. Mais en vrai, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il est influencé par les deux personnes. Donc Benjamin Graham, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de Philip Fisher. Et donc là, en fait, sa méthode, comme on peut le voir, hein, je vous ai fait un petit détail ici. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il va regarder dans tous les moindres détails. Donc en fait, là, il y a une checklist que j'ai fait. Et ça va décrire en fait tous les points qu'il faut regarder dans une entreprise pour savoir si c'était un bon investissement en fait. Donc déjà, premier point, il y a 11 points en fait. Donc il va regarder, est-ce que l'entreprise, enfin les produits qui sont mis sur le marché par l'entreprise, ils vont pouvoir être en gros scalables. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être reproduits à une échelle plus grande, ce qui va pouvoir augmenter les bénéfices. Prenons un exemple de ça. Eh bien Coca, je sais pas, au début ils étaient présents aux États-Unis, et après ils sont implantés dans un autre pays, etc. Et leurs produits ils peuvent le, le développer dans plusieurs produits, dans plusieurs pays, quoi. Donc c'est ça ce qu'il entend par des produits ou services qui ont un potentiel au niveau du marché, un gros potentiel par rapport au marché, quoi, et qui peuvent augmenter la taille des bénéfices ou la taille des ventes euh, pour plusieurs années de suite en fait. Voilà. Deuxième point. Est-ce que le management a la détermination à continuer à développer des produits ou des processus qui vont encore augmenter le, les ventes potentielles quand la croissance des produits actuels sera terminée. Je vous prends un exemple, enfin on va pas prendre d'exemple, mais pour résumer en gros, c'est il y a une entreprise qui a un produit qui marche bien, mais ce produit-là il va pas durer éternellement, ils vont avoir besoin de développer d'autres produits, donc peut-être que les ventes de ce produit, de ce premier produit ou service, elles vont rester stables, mais qu'après ils vont rajouter d'autres produits, ils vont créer d'autres produits, ce qui va augmenter les bénéfices. Donc c'est ça qu'il veut dire en fait.
il faut que le management ait la volonté de créer d'autres produits. Et quand les bénéfices du premier produit ont été largement exploités en fait, parce qu'il y a toujours une limite. Quand je dis un produit, ça peut être un service aussi, mais voilà. Après, le troisième point, c'est... attendez, est-ce qu'on me voit bien sur la vidéo? Ouais, ça va. Est-ce que l'entreprise... est-ce que la recherche et développement de l'entreprise est efficace par rapport à la taille de l'entreprise? Donc voilà, il va regarder la recherche et développement. Donc ce qu'on peut faire... parce que là, vous dites sûrement, mais comment je vais faire pour savoir si la recherche et développement est efficace? Bah, vous pouvez lire le livre, il en parle mieux. Mais en gros, il va vraiment regarder dans les détails, il va parler, par exemple, une méthode, ça pourrait être de parler avec des fois les entreprises, elles travaillent avec des universités ou des choses comme ça. Donc ça va être vraiment de chercher, en gros, faut vous dire, il y a l'entreprise, et elle va avoir des liens avec l'extérieur, je sais pas, avec des universités, avec des laboratoires de recherche, le gouvernement, peu importe. Et en gros, essayez de trouver tous les points que vous pouvez rechercher en fait. Et en gros, c'est à vous de chercher. Je vais donner quelques techniques que vous pouvez utiliser, mais il n'y a vraiment pas de limite. Après, c'est à chacun d'être créatif pour trouver des moyens de connaître un peu plus en profondeur certains aspects de l'entreprise. Donc, quatrième point, est-ce que l'entreprise, elle a elle a ses vendeurs en fait, enfin sa capacité à vendre. Donc par exemple, ça va être les vendeurs ou tout ce qui touche à la vente en fait. Est-ce que cette organisation de vente va être performante? C'est ça qu'on peut se poser. Par exemple, là, une idée qui me viendrait, ce serait de regarder un peu comment l'entreprise elle va marketer ses produits. Parce que maintenant, c'est pas chaque entreprise n'a pas forcément des vendeurs, mais comment elle va, je sais pas, faire des publicités euh, pour atteindre une cible, par exemple. Suivant les pays, il y a des différences culturelles. Donc, est-ce que l'entreprise, elle va au niveau de la pub, elle va s'adapter? Je vous donne un exemple, hein, mais c'est ça qu'on va regarder vraiment. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision transversale, en fait, pas seulement je sais pas, technique ou je sais pas, mais par exemple savoir un peu comment fonctionne le marketing. Comme ça, on peut regarder l'entreprise et regarder est-ce que sa capacité, enfin son organisation de vente va être performante ou non quoi. Ensuite, cinquième point qu'on peut regarder, c'est est-ce que l'entreprise elle a une marge importante. Donc moi, pour l'instant, enfin, ça c'est facile à regarder. En fait, vous pouvez regarder sur sur les rapports financiers. Vous allez voir les bénéfices en fait, et par rapport au chiffre d'affaires. Donc ça c'est facile à regarder. Et après, septième point, il faut regarder qu'est-ce que l'entreprise va faire pour maintenir ou augmenter ses marges. Donc très simple, là on en revient à ce que adore Warren Buffett, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise va avoir un avantage concurrentiel? Si elle a un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises, elle va pouvoir augmenter ses marges, elle va pouvoir augmenter ses prix, et les autres entreprises ne vont pas pouvoir concurrencer cette entreprise. Par exemple, une entreprise avec une marque solide, elle va pouvoir augmenter ses marges. Ou je vous prends un exemple, par exemple, Warren Buffett il avait investi dans des journaux. Donc un journal en fait, ça revient à une autre vidéo, mais en gros, à l'époque, un journal il était présent dans une ville et il n'y avait aucun concurrent dans la ville. Du coup, il pouvait augmenter ses prix de 50% et le journal il allait garder 90% de ses utilisateurs en fait. Voilà. Ça on a fait.
D'ailleurs là je crois que c'était le 6e point, c'était pas le 7e, mais c'est pas grave. Donc 8e point, ou 7e, je sais pas. Est-ce que l'entreprise va avoir une bonne relation avec ses employés? Donc on dit toujours ouais, enfin on peut penser que ce qui compte, enfin des fois il y a des gens qui disent que les employés ne sont pas au premier plan dans les intérêts des actionnaires. Bah là on peut voir que c'est un point important pour un investisseur avisé comme Philippe Fischer. Donc là pour ça j'ai une petite technique. Vous allez sur Google et vous tapez le nom de l'entreprise et les relations avec les employés ici. Donc là, vous pouvez lire les commentaires. Donc ça s'appelle le site, c'est Glassdoor en fait. Donc vous faites par exemple l'entreprise que vous voulez regarder et vous tapez Glassdoor. Donc là, pour prendre un exemple, là on voit que les GAFAM, j'ai regardé les GAFAM, mais elles ont vraiment des relations exceptionnelles avec, enfin, des bonnes relations avec leurs employés comparé aux autres entreprises. Donc là par exemple, Facebook 4,3 sur 5. Après ce ne sont que des notes, il faut regarder les commentaires et c'est bien parce que les commentaires ça va vous permettre de voir un peu d'autres aspects qui rentrent en compte dans les points qu'on on a vu et qu'on va voir. Et aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en général une entreprise qui va être très concurrencée, elle va avoir des relations avec ses employés plus faibles qu'une entreprise qui est qui a un avantage concurrentiel exceptionnel. Donc là, par exemple, les GAFAM, vous voyez, elles ont un avantage concurrentiel bon, et elles ont des bonnes notes plutôt. Et en général, c'est ça parce que les entreprises qui vont pas être concurrencées, elles vont avoir plus d'argent, donc plus d'argent pour payer ses employés. Elles vont avoir quoi? Moins de stress parce que l'objectif de résultat va être moindre, vu qu'il y aura moins de concurrence, elle va être tranquille, donc elle va mettre moins la pression sur ses employés en général. Ensuite, donc, est-ce que l'entreprise, elle va avoir des bonnes relations avec les exécutifs, ça va être les dirigeants de l'entreprise en fait. Par exemple, là on peut voir le CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, 91% des personnes approuvent ce PDG. On est d'accord que ce ne sont que des notes, mais ça permet de se donner un avis. Et après, on peut le coupler avec d'autres éléments qui peuvent nous permettre de se dire. Après, il n'y a pas que Mark Zuckerberg, il y a plein d'autres dirigeants au sein de Facebook et de managers. Et en fait, on peut se demander est-ce que les employés entretiennent des bonnes relations avec eux, quoi. Ensuite, 10e point. Outstanding, voilà. Est-ce que l'entreprise, elle va voir en gros, est-ce que les dirigeants de l'entreprise, il va pas y avoir un dirigeant qui fait tout, quoi, mais elle va pouvoir déléguer les tâches, en fait, au sein du management. Et ça, c'est très important parce que chaque humain on n'est pas infini, en fait, et notre temps est limité, notre attention est limitée, euh, là où on est bon aussi, ça va être limité. Il faut savoir déléguer entre guillemets, mais c'est-à-dire faire en sorte que ce soit des bonnes personnes motivées au bon endroit, etc. Et donc c'est ça que il voulait dire par là en fait. Donc ça c'est vraiment très important aussi. Et voilà. Et là on en revient à un point aussi, c'est que ça doit être l'entreprise doit avoir un fonctionnement plutôt décentralisé en fait. C'est-à-dire que ce soit pas une personne qui prenne toutes les décisions, mais vraiment qu'elle laisse vraiment aux gens la capacité de prendre des décisions au sein de l'entreprise. Et ça c'est vraiment très important. C'est un point qu'on retrouve dans pas mal d'autres livres que j'ai lus. Après, 10e point ou 11e, non je crois que là c'est vraiment le 10e en fait, mais bref. Est-ce que l'entreprise elle va maîtriser les coûts de façon très performante? Donc les coûts, là c'est les coûts comptables en fait. Donc ça c'est un point qui est assez difficile à vérifier. Mais on peut remarquer quand une entreprise fait mal le travail, ça on peut le remarquer assez facilement, enfin c'est ce qu'il dit. Et après, l'auteur il explique que en gros, sur ce point-là, il faut
si tous les autres points sont bons, en général, ce point-là va être bon aussi, quoi. Mais après, voilà, parce que c'est un point assez difficile à vérifier. Mais ça va vous paraître un peu rigolo, mais une technique que l'on peut utiliser, par exemple, je prends l'exemple de ABC, en fait, c'était une entreprise qui était dans la télévision. En gros, quand ils se sont fait racheter, je sais plus, par une autre entreprise, et quand l'entreprise les a rachetés, première chose qu'ils ont fait, ils ont supprimé toutes les limousines, toutes les, tous les voyages qui coûtent super cher dans des, je sais pas, dans des Concorde, à l'époque c'était le Concorde, on va dire dans des jets privés et tout ça, tout ce qui coûte de l'argent, ils ont réduit les coûts drastiquement. Donc ça c'est un signe de une bonne gestion des coûts de l'entreprise, quoi. Et 11e point, est-ce qu'il y a des points en fait spécifiques suivant l'industrie dans laquelle se trouve l'entreprise? Je prends un exemple. J'ai lu le rapport annuel de Nintendo récemment. Une société dans le domaine du divertissement, enfin c'est ce que disait le PDG, elle a besoin d'avoir beaucoup de cash en réserve parce que c'est les gens quand ils dans le divertissement ils recherchent toujours quelque chose de nouveau et ça demande d'avoir une certaine marge de manœuvre. Donc c'était ça son explication pour avoir du cash en réserve. Donc là une des explications, euh, je sais pas, c'est un exemple, hein, je sais pas si ça marche, mais dans le secteur du jeu vidéo, ça pourrait être est-ce que l'entreprise a assez de cash en réserve au cas où il y a un problème, quoi. Un truc tout con, peut-être que l'entreprise a besoin de plus de cash que d'autres entreprises dans des industries différentes, quoi. Donc là, euh, les entreprises en général, elles vont pas marquer tous les bénéfices générés par tel type de produit dans leur rapport annuel parce que des fois c'est confidentiel. Mais des fois elles sont obligées, du coup elles doivent envoyer ça au gouvernement. Et en gros, dans des prospectus, des fois elles envoient le nombre total de ventes par type de produit, la compétition, etc. Elle envoie des documents importants au gouvernement, donc vous pouvez checker ça aussi. Aussi pour les employés, ce qu'on peut regarder, c'est le, euh, les turnovers en fait, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise elle va recruter et se débarrasser rapidement des employés. Ça c'est mauvais signe en général. Ce qu'il faut c'est qu'une entreprise, quand elle emploie des employés, ce soit sur le long terme. Ça c'est un bon signe. Et est-ce que l'entreprise va régler ses problèmes rapidement entre les employés? Parce qu'on est dans une groupe, dans une, il y a beaucoup de relations humaines dans une entreprise et il va toujours y avoir des problèmes. Donc la question c'est est-ce que l'entreprise elle va résoudre rapidement les problèmes auxquels elle est confrontée, quoi. Donc, est-ce que l'entreprise va bien payer ses employés? Donc ça j'ai vu plusieurs fois sur Glassdoor que des entreprises qui payaient assez mal leurs employés. Est-ce que le management fait en sorte que les employés se sentent utiles et traités comme des humains? Voilà, pas seulement comme des engrenages dans un dans une entreprise, quoi. Non pas dans un moteur, on va dire. Est-ce que le management travaille en équipe? Bon, ça va être des trucs comme ça, des trucs assez simples, quoi, mais en gros, faut garder à l'esprit que c'est des êtres humains, quoi. Est-ce que l'entreprise, elle va être honnête envers ses investisseurs et envers ses actionnaires? D'ailleurs, dernier point, c'est bizarre parce que ça me fait penser que le point le plus important, il n'est pas encore marqué. Ouais, je l'ai pas dit, mais c'est est-ce que l'entreprise, elle va être honnête en fait avec ses actionnaires. Et donc c'est-à-dire qu'elle va pas les entourlouper, quoi. Est-ce que le management, on peut lui faire confiance? Donc ça va être par exemple si pour savoir une des techniques pour savoir si le management on peut lui faire confiance, ça va être de regarder en fait. Il y a plusieurs moyens de voir ça, mais un des moyens ça va être la lettre du dirigeant. Si par exemple il y a des trucs qui se passent mal dans l'entreprise
il va pas le dire au dernier moment, quoi. Il va le dire au fur et à mesure. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal, dès qu'il fait une erreur, il va le dire. Ça, c'est un bon signe. Et tous les dirigeants ne le font pas. Moi, j'ai vu plusieurs entreprises dans lesquelles le dirigeant ne le faisait pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà. À la prochaine pour une analyse. Je sais pas ce que je vais faire, je pense. Moi, je sais pas, on va voir. Et si ça vous a plu, vous pouvez. J'ai mis un lien en dessous avec. En fait, vous cliquez sur le lien et après vous arrivez sur une page où vous entrez votre email et moi je vous envoie dès que je trouve une action intéressante. Vous y aurez accès en avant-première. Donc voilà. Deuxième point, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel vous pouvez suivre et dans lequel je fais des analyses d'actions que j'analyse et, et aussi chaque personne peut mettre ses propres analyses. Donc si vous êtes intéressé, enfin je veux dire, peut mettre ses analyses dans, dans le cas où en fait ça c'est des analyses sur des entreprises, pas il n'y a pas d'analyse macroéconomique et tout. Mais si vous, je sais pas, vous étudiez une action ou que vous aimez bien, vous pouvez partager vos analyses, poser des questions. C'est vraiment dans un but de recherche. Vous pouvez cliquer aussi sur un lien qui va vous mettre vers un groupe Facebook. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.